parce que bien entendu, le chien était dominant. On avait beau leur dire, ils ont continué à donner le chien à manger avant, et le chien a monté sur les canapés, etc. Et rien d'étonnant à ce qu'il ait voulu montrer sa domination sur l'enfant de 5 ans. La gamelle, ce n'est pas un jeu. La hiérarchisation autour de la gamelle consiste à ce que le dominant puisse manger quand il veut, comme il veut, y revenir, repartir, à ce qu'on l'admire manger et donc avoir du public, alors que le dominé va manger très vite dans son coin en temps limité parce qu'il sait que s'il ne mange pas, quelqu'un d'autre va lui prendre. Donc, parenthèse, lorsque un chien réclame à table et obtient, il interrompt le repas des maîtres et donc c'est lui, le chien, le maître. L'homme abandonne souvent à son chien, par négligence ou par affection, des prérogatives de dominant, bien qu'il veuille au final pouvoir tout contrôler. Le chien se retrouve donc dans une situation totalement ambivalente qu'il ne comprend pas. De cette ambivalence permanente naît une situation où l'animal est toujours sur le qui-vive. Pour une bonne entente maître-chien, le chien doit donc être toujours hiérarchiquement inférieur à l'ensemble des sujets de sa meute humaine. C'est ainsi qu'on lui donne à manger à la fin de son propre repas. Allez, Gaëtan, viens. Allez. Allez, viens manger. Tiens. Voilà. Et qu'on ne le laisse surtout pas monter sur les canapés. Bien éduquer un chien, c'est d'abord savoir comment fonctionne son langage. Le chien a besoin de communiquer. Tout comme chez l'homme, le manque de communication entraînerait chez lui bon nombre de défauts. Or, pour une meilleure communication entre le chien et nous, il est plus facile pour l'homme d'apprendre à parler chien que le contraire. Allez les bébés. Le langage du chien s'effectue par des mimiques et par les sens. Son nez, ses yeux, ses oreilles, son corps, le goût, sont autant de récepteurs et d'émetteurs de signaux. Le premier de ces sens, c'est l'olfaction. Les chiens s'observent, nous observent, se sentent, nous sentent. Le chien est un animal chez qui l'olfaction a pris une importance particulière parce qu'en fait, dans son cerveau, toute la partie qui analyse les odeurs est certainement la partie la plus importante. Et ce qui est amusant, c'est que ça fait partie des animaux chez lesquels l'utilisation de la chimie est un des meilleurs moyens de communiquer. Alors en fait, le chien envoie des odeurs particulières, qu'on va appeler des phéromones, qui sont émises par toute une série de parties de son corps. Ses coussinets sous les doigts, les glandes en dessous de son anus, mais aussi la peau de ses oreilles, la peau des joues. Toutes ces zones, une zone aussi à la base de la queue, et tous ces endroits vont lui permettre d'envoyer des informations à ses congénères. Ce qui va permettre, alors évidemment c'est la chose la plus connue, à la chienne d'informer le mâle qu'elle est en chaleur et qu'elle est en fait exactement au bon moment où elle émet ses ovules et elle va pouvoir avoir des chiots. Mais ça permet aussi au mâle dominant d'informer les autres de sa position de dominant. Et là il va le faire par exemple en urinant et en déposant de l'urine en hauteur. Tous les autres chiens qui voient cette tache d'urine savent qu'il va falloir explorer cette urine et que dedans il y a un message important au plan social. Cette communication chimique, elle est importante entre les chiens, mais elle est extrêmement importante aussi entre le chien et l'homme. Alors l'homme utilise la communication chimique, il n'en est pas toujours conscient. Même une bonne partie, tout ce qui concerne les phéromones, c'est totalement hors du champ de la conscience. Mais pour le chien, en revanche, c'est tout à fait clair. Et dans cette communication, les odeurs interviennent, notamment reconnaître les membres d'un groupe, les membres du groupe dans lequel vit le chien. Et on s'est aperçu qu'en fait, le chien était par exemple parfaitement capable de faire la différence entre hommes et femmes. Il est parfaitement capable aussi de reconnaître la différence entre un individu pubère et un individu impubère. Il fait parfaitement la différence notamment entre la fillette et l'adolescente. Ça explique ce comportement qui est des fois un petit peu gênant, d'exploration olfactive des chiens sur les personnes, parfois une exploration assez insistante sur les zones génitales, parce qu'effectivement c'est là que le chien va chercher l'information. Et le point évidemment tout à fait essentiel, c'est que souvent nous, êtres humains, on ne sait pas gérer ça. Il y a une espèce de gêne, et puis en même temps on n'ose rien dire, et on ne sait pas contrôler. Or en fait dans un monde de chiens, si je suis notamment un individu dominant, et pour notre confort il vaut mieux que l'être humain soit toujours dominant par rapport au chien, je ne laisse pas les congénères explorer ma zone génitale n'importe comment. Donc en fait, quand le chien commence à devenir très insistant, il faudrait réagir, et notamment, c'est quelque chose qu'on demande aux gens de faire dans les thérapies, dès que le chien commence à explorer
cette région en levant les oreilles, en ayant la queue qui se dresse, en ayant les pattes qui deviennent beaucoup plus raides, et avec un chien qui commence à marcher de façon extrêmement mécanique, il faut absolument sanctionner le chien, simplement en le menaçant de la voix, en lui disant « alors là, non ». Parce que lorsqu'on va le laisser aller plus loin, généralement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il va commencer à mettre une patte sur la personne, voire même à mettre les deux pattes sur le torse, souvent avec la queue haute, éventuellement avec quelques petits mouvements, parce que lui-même ne sait pas très bien s'il peut aller jusque-là, donc il envoie quelques signaux d'apaisement. Et dans une relation sociale, il se trouve qu'en général, il y a le propriétaire de ce chien qui est à côté, donc le visiteur n'ose pas réagir. Et là, en fait, le chien est en train, en mettant les pattes, d'essayer de tester sa situation de dominant vis-à-vis du visiteur. Allez, viens, viens. Le monde du chien est avant tout un monde d'odeur, mais c'est avec l'intonation de notre voix et nos postures que nous allons, nous humains, nous soumettre ou nous imposer quand il le faut. Viens. Assis. Oui, c'est bien. Non. Viens, Porto. Viens, Porto. Ce qui est très important, c'est de comprendre que le chien ne va pas parler humain. Donc, c'est à l'être humain de parler chien. Si l'être humain connaît bien les postures, la signification de différentes postures et des gestuels, il va pouvoir communiquer de manière à bien se faire comprendre. Par exemple, on veut appeler un chien, il ne s'agit pas de parler n'importe comment, d'avoir une posture froide, rigide, un regard détourné. Non, il va falloir être attractif. Pour être attractif, qu'est-ce qu'on fait? On va avoir une posture d'appel au jeu pour un chiot. Une posture d'appel au jeu, un chiot, c'est les deux pattes antérieures au sol, le derrière en l'air. Donc il va falloir éventuellement s'accroupir, taper un petit peu les mains par terre, avoir les bras ouverts, avoir des mouvements un petit peu ludiques, un regard qui bouge, et être plutôt agréable au niveau de du visage qu'on va présenter au chien. Et le chien va facilement venir. À ce moment-là, on prononce son nom plusieurs fois jusqu'à temps qu'il vienne. Et à ce moment-là, le chien va comprendre que son nom est associé à un désir de rappel. Et puis, une fois que le chien vient, on le renforce par une caresse, mais alors là aussi par une caresse chaleureuse, on le retourne, on le papouille, comme font les chiots entre eux. Il suffit de les observer, parce que l'éthologie c'est d'abord une science de l'observation, il suffit de bien les observer pour comprendre comment il va falloir agir soi-même pour se faire comprendre d'eux. Voilà, ce qui est intéressant, c'est de s'approcher d'un chien de manière droite et directe et toujours au-dessus du chien. On a vu que là, immédiatement, le chien a compris, il lève la patte, donc il se met en posture de soumission. Donc je le renforce. Qu'est-ce qui s'est passé? Je m'approche de manière directe, donc avec une cinétique droite, et à ce moment-là, le chien comprend que je suis le dominant. Si en revanche, je m'approche avec un regard baissé, avec une cinétique zigzagante, avec la tête un peu sur le côté, avec donc une approche pas tout à fait nette, on va sentir le chien qui éventuellement va se relever, hérisser le poil et se raidir et adopter une position, lui, plus dominante. Donc la cinétique d'approche, la manière dont on entre en contact avec un chien, le fait d'initier le contact et d'obliger le chien à adopter une posture de soumission doit être bien comprise par l'être humain. Systématiquement, le maître d'un chien doit se positionner toujours en dominant avec son chien. C'est pour ça qu'il est déconseillé de se jouer en se roulant par terre, en laissant le chien nous monter dessus, parce que sinon, on lui donne des prérogatives qui lui laissent sous-entendre qu'il est le dominant du groupe et on se récolte par la suite des agressions hiérarchiques. Là, en revanche, on a un chien qui se laisse parfaitement bien faire, qui est tout à fait heureux dans sa position de dominant. Là encore, c'est pas parce qu'on ne laisse pas un chien dominer dans une famille qu'il est malheureux, bien au contraire. Là, on a un chien qui est parfaitement cool, à qui on peut faire tout ce qu'on veut, qu'on peut papouiller dans tous les sens, à laquelle on peut toucher à toutes les parties du corps sans avoir aucune réaction. Non seulement il a confiance, mais il y a une règle hiérarchique qui fait qu'il n'a pas le droit de déroger au fait que c'est moi qui initie le contact et c'est moi qui arrête le contact. À un moment donné, je n'ai plus envie d'y toucher, je m'en vais. C'est pas lui qui décide. La période de socialisation chez le chiot s'écoule de l'âge de 3 semaines à 3 ou 4 mois. Tout ce que le chien connaîtra pendant cette période, en bien ou en mal, se gravera pour toujours dans son esprit. Ainsi, plus le chien aura été bien socialisé, plus il sera facile à éduquer.
Vers l'âge de 3 semaines, le chiot a acquis toutes ses capacités, toutes ses compétences sensorielles. C'est-à-dire qu'il voit, il entend, il sent, il est donc capable de découvrir le monde. À partir de ce moment-là, toutes les stimulations olfactives, visuelles, tactiles vont être déterminantes, c'est-à-dire qu'elles vont être rapidement engrangées dans le cerveau du chien comme une base de données. Cette base de données va pouvoir être réutilisée par le chien lorsqu'il va être à nouveau soumis aux mêmes stimulations plus tard. S'il n'a pas connu un certain nombre de stimulations sensorielles pendant toute cette période de socialisation, il va avoir peur de toutes les situations qu'il n'aura pas rencontrées par la suite. Je viens, voilà. Attends. Sandrine Charmeau élève des border terriers depuis de nombreuses années. Elle connaît parfaitement les responsabilités que son travail lui incombe. Si les chiots ont un contact permanent avec leur éleveur, si les chiots jouent, si les chiots ont vraiment une vie de famille, ils se retrouveront chez leur futur propriétaire tout à fait normalement et sans aucun traumatisme. La manipulation est très très importante. Un chien qui est habitué à être manipulé se laissera manipuler par d'autres personnes et en fait n'aura absolument pas peur de l'étranger et de ce qui se passe au dehors. La mère apprend beaucoup de choses et de façon très tôt à ses chiots. D'une part, le jeu et le respect par le biais du jeu. C'est-à-dire que lorsqu'une chienne joue avec ses chiots, elle les met systématiquement sur le dos. Donc ça, c'est le phénomène de dominance maternelle par rapport à la situation du petit. Ensuite, effectivement, elle essaye de leur apprendre à se maîtriser au niveau des morsures, parce que les chiots n'ont pas toujours conscience du mal qu'ils peuvent faire, sans le vouloir bien sûr, avec leurs petites dents pointues, et parfois ils blessent leur mère en jouant, et donc systématiquement, là, ils vont se faire attraper par la peau du dos ou la peau du cou, et ils vont se faire réprimander. Donc les chiens vont mesurer un petit peu l'impact de ces morsures, qui en fait ne sont que des jeux, mais qui va un petit peu modérer leurs ardeurs. La mère leur enseigne toute une éducation, c'est-à-dire la hiérarchie. Donc les chiens ont bien sûr une place beaucoup plus basse socialement, les jeunes chiens. La mère va leur enseigner tout d'abord la propreté et puis le respect des adultes. Alors, il est bien de céder les chiens à partir de 2 mois, mais jamais avant, parce que justement, les chiots restent avec leur mère, et sous cette tutelle maternelle, il est important qu'ils apprennent encore des choses auprès de leur mère. Ces petites choses-là. Jusqu'à l'âge de 8 semaines, au moment où ces chiots vont partir chez leur nouveau propriétaire, il ne faut en aucun cas qu'il leur soit arrivé quoi que ce soit de négatif à l'élevage. C'est vraiment primordial. Et il est important également qu'ils aient perçu des choses agréables, mais aussi qu'ils aient aperçu des choses en dehors d'une nurserie ou d'un chenil. C'est-à-dire que des chiens qui sont élevés et qui ne voient que le chenil ne vont pas aller à la rencontre d'autres petites choses, d'autres événements, d'autres chiens, d'autres personnes, et vont avoir une nature peureuse. Donc ces chiens auront beaucoup plus de mal à s'adapter à une nouvelle vie, à un nouvel environnement avec de nouveaux propriétaires, parce que c'est un chien qui n'aura pas été manipulé et qui n'aura pas connu d'autres choses que les 4 murs de son chenil. Bien que cette période de socialisation soit primordiale, il ne faut pas croire que tout est acquis définitivement. Une fois intégré dans la meute humaine, le jeune chien va tester son entourage pour savoir s'il a des chances de le dominer. Ce n'est pas un vice, mais une loi canine élémentaire. Seul